Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux à cette rencontre autour de l'album Le dernier jour d'Howard Philip Lovecraft. Avec moi aujourd'hui, il y aura donc le scénariste de l'album, Romain. Bonjour. Il faut que tu prennes le micro. Bonjour à vous, merci, c'est très impressionnant vu d'ici. Donc cette rencontre va durer 1 heure. Je vous laisserai à la fin de l'heure une possibilité de poser des questions. Il faudra juste attendre qu'on vous donne le micro pour bien vous entendre. Et voilà. Je me doute, alors on ne vous voit pas parce que vous êtes dans le noir, mais est-ce qu'ici il y a quand même quelques personnes qui ont lu l'album ? Wow. D'accord. C'est bien, ça fait plein de lecteurs potentiels. Exactement. Bon, mais ça ne changera rien, hein. Vous pourrez poser des questions aussi, il n'y a pas de problème. Donc cet album, il est scénarisé par Romuald. Alors Romuald, pour faire une petite présentation, donc avant de commencer à faire des romans ou de scénariser, vous avez été architecte naval. Oui, je suis architecte naval de formation. Ouais. Ce qui est pas mal ici à Saint-Malo, il y a des bateaux. J'ai presque failli, en fait, bon, c'est une anecdote, ça n'a rien à voir, hein, c'est pas très intéressant, mais au début de ma carrière, j'ai failli venir travailler à Saint-Malo. J'aurais adoré. Et puis au final, ça ne s'est pas concrétisé. Donc du coup, maintenant, je fais de la BD, quoi. Et puis, donc, vous avez fait des livres jeunesse aussi. Oui, je suis romancier pour la jeunesse. Voilà. On peut en citer quelques-uns pour que vous ayez quelques petites possibilités. Le Festin des âmes. On notera aussi L'île d'Elle. Oui, qui est un roman pour adultes. Voilà. En jeunesse, j'écris, que ce soit en jeunesse ou en adulte, en fait. Dans le roman, même si j'ai commencé un peu avec des textes de l'imaginaire, je suis plus sur la littérature de l'actualité, enfin la littérature d'ordre général. Je ne travaille pas du tout le champ de l'imaginaire. C'est pour ça que c'était intéressant de retrouver un peu mes amours adolescents au moment d'entrer dans le monde de la bande dessinée. Donc vous avez fait cet album avec Yacoub Rebelka. Donc c'est aux éditions 404 graphiques. Sous la direction de Nicolas Beaujour, notre formidable éditeur. Voilà. Donc Yacoub, qui n'est pas là aujourd'hui, donc le dessinateur, qui est un dessinateur polonais, lui notamment, donc il a fait cet album. Et actuellement, il y a un autre album qui s'appelle Judas, qu'il a fait avec Loveness, pareil, chez 404 graphiques. Oui. Enfin, Yacoub est sur le salon signé aujourd'hui. On signera aussi demain sur le stand de 404. Alors, donc, le je vais pitch, essayer de vous résumer un peu l'album, puisqu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont lu. Et puis forcément, quand on va parler, on va le découvrir encore plus, cet album. Donc c'est l'histoire de Lovecraft. C'est son dernier jour. Il est à l'hôpital. Il est un peu sous sédatif, oui, à moitié mort, enfin voilà. Donc atteint d'un cancer en phase terminale et hautement sédaté. Voilà. Donc il y a des personnes qui vont venir le voir dans sa chambre. Il a des espèces d'apparitions, on ne sait pas si c'est vrai, si c'est des délires, mais à la rigueur, ce n'est pas très grave. Et ces personnes, donc, ça va permettre de retracer sa vie. Et de voir les grandes thématiques qu'il a pu développer. Un certain regard, parce que ça peut en aucun cas être exhaustif. C'est le choix que j'ai fait à travers les personnes qui viennent le visiter, sans qu'on sache effectivement si c'est vrai ou pas. Voilà. Donc sur cette planche, vous le voyez alité, et donc c'est la première fois qu'on découvre dans l'album donc Lovecraft. Alors, est-ce que, Romuald, vous pourriez rapidement, même si c'est compliqué, nous dire si on pouvait définir ou présenter Lovecraft, comment vous le présenteriez, ce personnage ? C'est sûrement le plus grand écrivain fantastique du XXe siècle. Tout simplement. Enfin, c'est-à-dire que je pense que si vous êtes là, c'est que pour beaucoup d'entre vous, si vous n'avez pas lu l'album qu'on a fait avec Yacoub, vous avez quand même un lien avec Lovecraft. Et aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a plein de gens, même ici, qui connaissent Lovecraft sans jamais l'avoir lu. C'est quelqu'un dont les univers maintenant ont imprégné toute la culture fantastique, toute la pop culture. Mais avec ce destin tragique que Lovecraft est mort en 1937 sans jamais avoir publié rien de son vivant, hormis un court texte qui a été publié, je crois, à une 50aine d'exemplaires, truffé d'erreurs, hormis ses publications, bien sûr, dans ce qu'on appelait donc les pulp magazines. Les pulp parce que c'était imprimé sur du papier bas de gamme, fait juste avec la pulpe des arbres, et donc qui se désagrégeait très, très rapidement.
c'est sûrement l'héritier d'Edgar Allan Poe. Enfin, en tout cas, pour lui, c'était son maître. Mais oui, c'est le plus grand écrivain fantastique. Et pas que ça, c'est un peu le sujet de ce livre, c'est de leur placer. Enfin, c'est-à-dire que on va en parler pendant très, très longtemps, comme beaucoup de gens le savent ici. Lovecraft a été très cantonné à ce champ du fantastique, mais pour moi, c'est un auteur de la taille d'Hemingway ou Dos Passos, pour parler d'auteurs américains de cette époque-là, et de leur placer aussi dans ce cadre-là. Mais c'est quelqu'un qui n'a jamais publié de sa vie, donc c'est quand même quelque chose de l'ordre de très tragique. Et, pourquoi avoir décidé d'utiliser son dernier jour de vie ? Je pense que beaucoup de gens ici, il y a des lecteurs de Lovecraft, on a tous un lien très intime à la lecture de Lovecraft. Moi, je fais partie de cette génération qui a découvert... Lovecraft, c'est quand même souvent un auteur qu'on découvre à l'adolescence. Il y a une sorte de lien... Je ne sais pas pourquoi ça marche énormément avec les ados. Je pense qu'il y a cette histoire de monstres, etc. Moi, si je pense à mon lien à Lovecraft quand j'étais adolescent, c'est l'impression, quand vous êtes lecteur, de découvrir un monde dont vous êtes... l'impression d'être le seul, d'être au courant que ça existe, qu'il y a des créatures, des monstres, des dieux, voilà, qui se cachent dans les recoins du monde. C'était quoi la question déjà ? C'était pourquoi le dernier jour ? Alors donc du coup, j'aime pas cette réponse, mais elle est vraie, hélas. Donc Lovecraft, j'ai un lien à Lovecraft depuis l'adolescence. Et ça fait un certain nombre d'années que je cherche à trouver le bon axe pour écrire sur ce monsieur. Comme vous le savez, c'est aussi un auteur qui est, hélas, surutilisé, d'autant plus depuis qu'il est tombé dans le domaine public, parce qu'il n'y a plus de droits à payer, et ça, on aime bien quand il n'y a rien à payer. Et donc, il est surexploité. Et le dernier jour, pour moi, en fait, l'idée de départ, c'était que j'avais envie de redonner un peu d'humanité à ce personnage, qui est souvent caché derrière ses histoires, qu'on a beaucoup parodié. On en a fait un reclus, quelqu'un qui est un misanthrope, ce qui n'était pas du tout, à dire vrai. Il a ses défauts, vous les connaissez, nous allons les évoquer. Ils sont hélas irrémédiables. Mais j'avais envie de lui redonner son humanité, et il y avait une façon aussi de se dire que je voulais un récit qui soit universel. C'est comme si on avait fait un livre sur Tolkien, vous savez, c'est-à-dire que c'est des auteurs, il y a tellement de fanatisme autour d'eux qu'il y a des gens qui sont spécialistes de tout ça, qui viennent vous dire oui, mais en 1927, il n'était pas là, etc. Et moi, j'avais envie de faire un livre qui lui redonne sa part d'humanité, qui puisse être lu par quelqu'un qui ne connaissait pas du tout Lovecraft. Et donc, pour moi, la meilleure façon de le faire, c'était de le faire à travers ce qu'on partage tous, c'est-à-dire que la finitude de nos vies. Et puis après, bon, il y a aussi que nos existences influencent toujours les moments où on écrit, où on crée. Et il se trouve que moi, ce livre est né au moment où j'ai perdu mes parents, qui est normalement, si tout se passe bien, j'ai tendance à dire de façon très cynique, est une aventure qu'on connaît tous. Voilà, donc j'avais à un moment aussi besoin de réfléchir et d'écrire sur la finitude de nos existences. Donc voilà, c'est un moment quand tout ça se trouve réuni. Et puis Lovecraft à l'hôpital sous drogue. Qu'est-ce qui se passe dans son cerveau ? C'est quand même hyper tentant, quoi. C'est quand même, on se dit, il y a des choses à faire, quoi. Et pourquoi avoir choisi, alors je ne sais pas comment ça s'est passé, Yacoub, comment il est rentré dans ce projet ? Alors Yacoub, c'est un mariage arrangé, mais un mariage heureux. En fait, moi je suis romancier de base, c'était la première fois que je travaillais sur un roman graphique, essentiellement parce que j'ai la chance de partager, je suis bordelais, j'habite à Bordeaux depuis une vingtaine d'années, j'ai la chance de partager un atelier avec différents dessinateurs de bande dessinée, de les voir travailler, j'avais envie d'essayer de changer de matière, de changer de cap. Mais j'ai écrit un petit peu dans mon coin, on en parlera de la façon dont j'ai écrit, mais j'avais besoin d'écrire vraiment le truc tout seul dans mon coin, parce que aussi le faisant, je me disais, mais ce truc est dingue. Je ne sais pas comment je vais réussir à... Je suis très peu lecteur de bande dessinée, enfin j'en lis, hein, mais c'est un monde que je connais assez mal, à dire vrai. Et donc je l'ai écrit dans mon coin, et puis en discutant avec quelqu'un qui était dans le monde de la bande dessinée, je dis j'ai écrit un truc là, c'est complètement dingue, je sais pas qu'est-ce que je vais en faire. Et il me dit bah si tu veux, je connais un éditeur qui est dingue, donc tu as qu'à lui envoyer. Donc je l'ai envoyé à Nicolas Beaujoin, et qui m'a rappelé 40 minutes après, ce qui n'arrive à peu près jamais dans la vie d'un auteur, hein. Et Nicolas, à l'époque, venait juste de terminer de lire Judas, qui est le livre qui vient de sortir, là, qui vient enfin d'être traduit, qui est une réinterprétation. C'est en fait l'arrivée de Judas aux enfers. Voilà. Donc, c'est un très très beau livre de Yacoub.
Et il s'est dit, c'est forcément Yacoub qui doit travailler dessus. Il a appelé Yacoub, et Yacoub, à ce moment-là, était en train d'illustrer des poèmes de Lovecraft. Enfin, je vous raconte ça juste pour dire qu'en fait, c'est ce genre de bouquin, vous avez l'impression que ça va être hyper compliqué, et en fait, en une après-midi, c'était plié, quoi. Voilà. Donc ça, c'était assez chouette. Et donc, enfin, tout ça pour dire que les éditeurs, des fois, ça sert à quelque chose. Heureusement, d'ailleurs, c'est mieux. Comme je suis sûr qu'il y en a par ici. Ouais, il y en a peut-être quelques-uns. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le détail, notamment dans la narration et dans les choix. Donc, on le disait au début, il va rencontrer, des personnages vont rentrer dans sa chambre. Et le premier, et l'avantage aussi, pardon, j'ai oublié de le dire, c'est qu'à la fin de l'album, il y a un générique. C'est-à-dire qu'on voit tous les personnages qu'il a pu croiser dans cet album, comme un générique de fin. Ouais. Après, ça, c'est pas, une fois de plus, c'est pas mon habitude, mais je vais dire à nouveau du bien de mon éditeur. C'est une idée de Nicolas et je trouve assez pertinente parce que moi, j'étais très anxieux du fait que je voulais qu'effectivement tout soit en place pour ces gens dont j'ai parlé, qui sont très spécifiques et très connaisseurs de Lovecraft. Donc, il y a plein de personnages. Le lecteur lambda n'est pas obligé de les situer, mais le lecteur qui connaît le monde de Lovecraft peut les situer. Et c'était une façon très intelligente de resituer éventuellement les personnages. Mais oui, c'est une question. Après, c'est aussi un peu le pesage de son âme, c'est-à-dire qu'il est mis en évidence. Enfin, il est confronté aux gens qu'il a fréquentés, trop ou pas assez. Voilà. Et donc il y a des gens qui défilent comme ça. Et le premier qu'il va découvrir, et là on le voit juste devant sa chambre, c'est Randolph Carter. Et qui est ce personnage ? Randolph Carter, c'est quand même un jeu souvent fréquent chez les écrivains, c'est l'alter ego de Lovecraft. C'est-à-dire que dans toutes ses nouvelles, enfin, il n'y a pas dans toutes ses nouvelles, mais c'est un personnage qui apparaît dans un certain nombre de nouvelles de Lovecraft, et c'est bien souvent son alter ego. Donc là, enfin, je ne vais pas spoiler l'album, mais il y a cette idée que ce personnage est un peu l'incarnation on va dire, de ses fantasmes. Voilà. C'était une façon de confronter, comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que pour moi, dans ce livre, il y a le vrai Lovecraft, et Randolph Carter, c'est le Lovecraft d'Épinal, tel qu'il a été imposé et construit, parce que Lovecraft a eu cette il faut m'excuser, hein, parce que j'imagine qu'il y a plein de gens qui savent très exactement ce que je suis en train de raconter sur Lovecraft, mais Lovecraft donc, est mort en 1937, et il y a eu des petits malins qui ont senti qu'il y avait quelque chose à faire avec l'œuvre de Lovecraft. Notamment, alors c'est très difficile, je dis petit malin parce que j'ai l'impression d'être un peu moqueur, mais notamment quelqu'un qui s'appelle Auguste Derleth qui s'est emparé un peu de l'œuvre de Lovecraft. Alors c'est grâce à lui qu'on a aujourd'hui que Lovecraft est devenu ce qu'il est, parce que c'est lui qui a publié pour la première fois l'intégralité, plus ou moins, des récits, mais aussi qui a déformé l'œuvre, qui a déformé le personnage, qui en a fait une sorte de caricature. Et pour moi, c'est un peu ce côté. Voilà, il y a le Carter. Le Carter, c'est le Lovecraft tel qu'il a été imaginé. Donc c'est aussi yin et yang, c'est une confrontation aussi avec lui-même. Il y a une autre personne qui est très importante dans sa vie, que l'on voit dans la suite, et arrive donc dans sa chambre Sonia, sa femme. Ah, il faut toujours qu'il y ait une femme dans les bonnes histoires. Quelles étaient leurs relations ? Ça se passait comment ? C'était tempétueux ? Bon, Lovecraft, on ne va pas se le mentir, hein, c'était pas un tombeur. Voilà. C'était pas un tombeur. Il était il était très complexé par son physique assez disgracieux. Et disgracieux essentiellement parce que sa mère l'a répété pendant des années qu'il avait un physique disgracieux. Donc c'est pas très voilà. Donc Sonia, c'est sa femme. Ils se rencontrent dans les années 20, au début des années 20. Ils ont une forte différence d'âge. Sonia a 10 ou 12 ans de plus, ce qui à l'époque est très très mal vu. Il se marie, il la suit à New York, ils vivent 2 ans à New York, et c'est l'échec de la vie maritale. En fait, c'est comment Lovecraft sa vie est une succession d'échecs. Est-ce que c'est pas l'histoire de toute notre vie, de toutes nos vies à nous, quoi. Voilà, c'est un échec littéraire, et Sonia, c'est l'échec amoureux, l'impossibilité de partager quelque chose. Et après, surtout aussi, Lovecraft est donc né à Providence, qui est une ville proche de Boston, une ville assez ancrée dans le passé américain, dans le passé WASP. Et pour lui, partir de Providence,
c'est s'arracher le cœur. Et il se trouve que quand il revient après ces années de New York, c'est là que commence l'écriture de son œuvre vraiment. Voilà, de 1926 à 1937, c'est les 10 ans et tous les grands textes de Lovecraft sont écrits dans ces périodes-là. Et donc Sonia, on la voit aussi dans la planche suivante, à Magnolia. Elle l'emmène en fait. C'est un récit qui fait Lovecraft. Je ne sais plus si c'est Lovecraft ou Sonia qui le fait, parce qu'on n'a pas les lettres. Lovecraft, on en parlera. Lovecraft était un très grand correspondant. On estime environ entre 60 000 et 100 000 lettres qu'il a écrites. Donc ce truc assez aberrant, en fait, que pendant longtemps, on a dit qu'on ne connaissait pas grand-chose de la vie de Lovecraft, alors qu'en fait, c'est peut-être l'écrivain américain dont la vie est la plus documentée. Mais elle a brûlé toutes leurs lettres d'amour, on imagine. Et Magnolia, c'est le seul moment où c'est leur lune de miel, en fait. Voilà, c'est le seul moment où c'est la possibilité d'un amour, mais qui ne dure pas. C'est Bukowski qui dit, alors ça n'a à la fois rien à voir, mais c'est ça l'amour qui dit, quand on lui demande la définition de l'amour, il dit l'amour c'est comme une brume le matin qui ne tarde pas à s'évanouir aux premières lueurs du jour. Et c'est ça l'histoire d'amour de Lovecraft et de Sonia, c'est une brume qui très vite s'est évanouie. Et ouais, Bukowski, ça marche toujours, quoi. Il y a aussi un autre personnage qui est un peu particulier, c'est Houdini. Et là, on le voit, il est donc à New York, là aussi. Il le ramène à New York. Je vous expliquais tout à l'heure que New York avait été un peu un déchirement quand il est arrivé. Houdini, si j'ai bien compris, il a écrit pour Houdini, c'est ça ? Ouais, Lovecraft a fait le nègre pour Houdini. Alors le nègre, comme on veut le prête-plume, nègre, ça se dit plus trop, c'est vrai. Mais c'est encore un échec pour Lovecraft, dans le sens où il a écrit... Lovecraft a fait le prête-plume pour Houdini. Il a écrit une nouvelle qui a très très bien marché. Parce que Houdini, à l'époque, c'était... je ne sais pas quel est le poète, mais c'était Taylor Swift. Quoi. C'est ça. Quoi. C'était vraiment... excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je fais ce lien. Enfin, si je sais, mais je ne vais pas vous dire. Mais c'était vraiment une star. Vraiment, c'était la star du moment. Et donc, ça lui a fait une très grande rentrée d'argent. Même si c'était très compliqué, puisque c'est un peu une source de... On parlait de Sonia tout à l'heure. En fait, il a perdu le manuscrit qu'il avait du premier jet de la nouvelle qu'il a écrit par Houdini durant leur lune de miel. Donc, il a souvent, jusqu'à la fin de sa vie, il a un peu accusé Sonia bon, bref. Et donc, quand il rencontre Houdini et qu'il écrit pour lui, commence une histoire. Il y a de l'argent qui tombe pour quelqu'un qui Lovecraft, c'est un déclassé. C'est-à-dire qu'il est né dans une famille initialement très riche, mais dont le grand-père a fait une banqueroute. Et donc, toute sa vie, en fait, il a une vie, pour lui, c'est un gentleman. Il n'a pas travaillé, mais en fait, il ne gagne pas un rond, quoi. Et donc, Houdini, c'est ce qui aurait pu le sauver. Sauf qu'Houdini a le malheur de décéder. Donc, alors qu'ils avaient plein de choses prévues à faire ensemble. Et donc, c'est sûrement ce qui aurait pu sauver Lovecraft de la misère. Et donc, ça n'est pas advenu. Voilà. Succession d'échecs, des déboires, des illusions. Toute une Des illusions, la vie, quoi. La vie est dure, quand non, même. mais la vie, parce que je pense qu'on est tous dans nos vies, c'est là où je pense qu'il y a une chose de parallèle. C'est un regard qu'on pose sur la vie. On a tous des désillusions amoureuses, des désillusions professionnelles. Lovecraft, à aucun moment, il arrive à New York, Sonia lui dit, je sais pas, tu veux publier, mais vas-y. Pendant un moment, il aurait pu devenir rédacteur en chef de Weird Tales, qui était le plus grand pulp. Les pulps, il faut savoir, à l'époque, ça tirait entre 1 et 3 millions d'exemplaires. C'était un truc énorme. Il aurait pu devenir rédacteur en chef de ce truc-là, mais il n'a pas fait ce qu'il fallait le faire. En fait, c'est-à-dire qu'à la fois aussi, il a une suite d'insuccès, mais parce qu'il ne fait rien pour être dans le succès. Et dans l'album aussi, donc, il y a quelques autres personnages, comme Morton ou Cook, etc. Et il y a aussi, plus étonnamment, des auteurs contemporains, qui ne sont pas contemporains de lui, mais actuels. Donc, ils sont Stephen King, Neil Gaiman ou Alan Moore. Et en fait, ces auteurs, là aussi, ils discutent avec eux. En gros, on est d'accord, c'est par rapport à leur influence que Lovecraft a pu avoir sur leur production. C'est sur le fait qu'aujourd'hui, après ce truc-là, c'est un peu... J'avais envie de faire un truc. Alors, à la fois, c'est...
petit côté Othello, il y a un côté shakespearien, mais il y a aussi un côté un peu la nouvelle star, c'est-à-dire que c'est les jurés, et ils viennent expliquer à Lovecraft ce que c'est qu'être Lovecraftien. Parce que je pense que ça existerait aujourd'hui. Les mecs, ils viendraient lui dire, attends, je vais t'expliquer ce que c'est que d'écrire de l'horreur cosmique. Et alors bien sûr, c'est un peu... ça peut être discutable. Après, c'est des gens pour lesquels, enfin, pas la majorité d'entre eux, mais au moins 2 d'entre eux pour lesquels j'ai un profond respect. Je pense que vous serez celui pour lequel c'est un peu plus difficile aujourd'hui d'avoir du respect. Mais c'est oui, c'est un choix fort de votre part d'utiliser ces personnes. J'avais envie, après c'est un délire, donc j'avais envie, Lovecraft, dans ses nouvelles, bien souvent la temporalité est aliénée, enfin est torturée, donc j'avais envie de le mettre aussi face à des figures qui n'ont pas encore existé. Et qui viennent lui expliquer qui il est. Ça nous est tous arrivé dans nos vies, des gens qu'on fréquente, de la famille, etc., qui viennent, on a l'impression qu'ils savent mieux que nous qui on est, quoi. Et il est par rapport à cette... Parce que Lovecraft, il y a ce truc-là, on va parler de racisme, etc., bien évidemment, mais il a été figé dans une sorte de vision, et dans une vie, on évolue. On n'est pas le même, même s'il est mort, hélas, à 46 ans, on n'est pas le même à 12 ans qu'à 45 balais, quoi. Et voilà, c'était une façon de mettre en évidence. Les mecs lui expliquent effectivement ce qui doit être, ce qui peut être. Voilà. Après, il y a un autre personnage qui est réel, c'est Borges. Mais je ne sais pas si les planches sont là. Voilà, qui est un auteur avec lequel j'ai beaucoup d'affinités, qui lui est plus ouvert là-dessus, quoi. Il y a un personnage aussi qui est important dans la vie de Lovecraft, mais qu'on ne voit jamais. C'est la maman. Pourquoi dans l'album, à aucun moment, visuellement, on voit la maman ? Parce que je pense que j'avais envie de travailler sur l'absence. Le problème, Lovecraft, c'est comme Barthes chez nous, quoi. C'est-à-dire que c'est un gars qui n'a pas réussi et voilà, pour ceux qui ont perdu leurs parents, vous savez tous, survivre à la disparition de ses parents, mais la disparition de sa mère. Lovecraft, il n'a pas réussi. À la fois, sa mère était castratrice, à la fois, quand sa mère décède, c'est horrible, parce qu'il sait qu'il n'arrivera jamais à vivre pareillement. Mais il le dit, il l'écrit lui-même, il dit « je me suis senti libéré, je me suis senti naître de nouveau », ce qui est horrible en fait, quoi. Et donc j'avais envie parce que Lovecraft, beaucoup de choses se met en positionnement par rapport à l'absence de sa mère, et donc pour moi la meilleure façon de parler de la mère, c'était qu'elle soit absente. Bon, après du coup c'est un peu facile, mais il lui écrit, après on n'a pas parlé du fait qu'il y a des lettres, oui. Voilà, exactement. Il y a un rapport à la correspondance, donc il lui parle, mais elle n'était pas présente. Non. Et il a surtout dans cet album, comme on disait au début, il est sur son lit d'hôpital, donc il est vulnérable. Il les subit, les visites finalement. C'est quoi ce rapport de subir, d'être vulnérable face aux autres ? Je ne sais pas si j'ai forcément quelque chose que j'ai réfléchi. Moi, j'aime bien écrire dans les trous de l'histoire. Et les 3 derniers jours de Lovecraft, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et l'idée vraiment de base, c'est qu'en fait, on sait qu'il a écrit dans un carnet. On sait qu'il a écrit jusqu'au dernier jour de sa vie, vraiment jusqu'à ce qu'il ne puisse plus tenir un stylo. Mais le carnet dans lequel il a écrit a disparu. On a juste que des extraits. Il y a eu un premier légataire testamentaire qui était pas scrupuleux, mais qui n'a pas bien fait les choses et qui a perdu beaucoup de choses. Et donc voilà, c'était ça, c'est que pendant cette période-là, il a écrit dans un truc et on ne sait pas ce qui s'est passé, donc je pouvais tout faire. Voilà. Et les visites, c'était une façon de se dire qu'il est cloîtré, qu'il est dans un lit d'hôpital, mais qu'il y a des choses qui viennent et qui l'emmènent dehors. Voilà, c'était plus des mouvements. Très honnêtement, des fois, on sait pourquoi on a fait des choses et des fois, on ne sait pas. Et là, je ne pourrais pas vous répondre, je ne sais pas. Mais donc, il a un cancer de l'intestin, c'est quand même quelque chose d'important. Et est-ce que c'est une légende, le fait qu'il mangeait que des glaces à la vanille ou des boîtes de conserve C'est qu'il y a une lettre où on sait qu'il adorait la glace. Après, Lovecraft, juste, il n'avait pas un rond. Donc, en fait, il avait 2 repas. Soit c'était des boîtes de haricots, soit il y avait un resto où il aimait bien aller, où il mangeait des spaghettis à la tomate à 10 cents. C'est ça qui l'a buté. C'est-à-dire qu'il avait une alimentation déplorable. Donc, mais parce qu'il n'avait pas un rond pour bouffer. Mais parce que, une fois de plus, je le répète, à aucun moment, il n'a fait le nécessaire pour on pourrait dire aujourd'hui, aller bosser, quoi. Vraiment. Il était inapte au travail, de toute façon, quoi. C'est quand même le mec qui, lorsqu'il envoyait des nouvelles pour publication dans les magazines,
disait bah voilà, lisez cette nouvelle-là. Si vous n'aimez pas la première page, c'est pas la peine d'aller plus loin. Elles sont beaucoup moins bonnes, voire certaines mauvaises. C'est-à-dire que le mec, il sait même pas se vendre, quoi. Donc oui, alors sa passion de la glace, j'en ai joué parce qu'il y a une scène là-dessus, mais on sait qu'il aimait la glace. Voilà. Pas jusqu'à se nourrir que de ça. Je pense que ça c'est une légende. On parlait d'Auguste Derleth qui a un peu bâti la légende pour vendre des bouquins. C'est un peu ça. Vous avez parlé tout à l'heure d'une chose très importante, c'est les lettres, la correspondance qu'il peut avoir. Et dans l'album, les lettres qui apparaissent sont très rythmées, sont souvent à la fin de certaines thématiques. Pourquoi c'était important que ça soit rythmé aussi comme ça ? Alors moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis scientifique de formation, donc quand j'écris un bouquin, j'ai besoin d'avoir un cadre, ça rassure. Voilà. D'écrire des lettres, c'était le truc le plus important pour moi, parce que je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais je suis revenu, donc je lisais beaucoup Lovecraft quand j'étais jeune, et je suis revenu à Lovecraft quand il est tombé dans le domaine public, notamment à travers la correspondance. Je me suis mis à lire beaucoup sa correspondance, et c'est toujours... Les 70 000 lettres. Non, mais ça m'a pris un certain nombre d'années quand même. J'en ai beaucoup, vous savez, c'est des trucs qui ont mature, vous lisez des trucs, vous ne savez pas que vous allez en faire un bouquin, mais j'ai lu beaucoup de sa correspondance, et c'était... je trouvais ça assez touchant de relier, d'avoir un nouveau lien avec un auteur différemment quand vous avez 45 balais, de quand vous avez 15 ans. Et c'est là où vous vous dites, tiens, c'est sûrement un grand écrivain, en fait. Voilà. Et puis il y avait ce truc, j'avais envie, alors mon éditeur ne supporte pas que je dise ça, mais je vais le dire quand même. J'avais envie de... Parce que ces lettres, ça a été le gros du travail, c'est que je voulais faire du Lovecraft... Enfin, si vous regardez des lettres de Lovecraft, elles ne ressemblent pas du tout à ça. C'est pas du tout le même style. Mais j'avais envie qu'on ait l'impression que ça soit du Lovecraft, que pour un lecteur d'aujourd'hui, il imagine que Lovecraft aurait écrit comme ça. Donc c'est vraiment vous qui avez inventé ces lettres ? Oui, ces lettres, c'est moi qui les ai écrites de A à Z. Ouais. Donc, j'aime bien. Elles sont sur 2 pages, elles sont écrites dans un style manuscrit, on dira. Avec une écriture, avec une police. Ça a été un vrai travail pour choisir la police. Il fallait qu'elle soit légèrement lisible, qu'elle demande un effort quand même, parce que Lovecraft avait une écriture horrible, mais qu'elle reste lisible. Alors des fois, les gens nous disent c'est un peu illisible, mais non, c'est tout à fait lisible. Ça demande juste un effort, ouais, c'est vrai. Mais voilà, donc pour moi, c'était de faire un peu une sorte de Canada Dry du Lovecraft. Alors, de Lovecraft, à chaque fois je dis ça, mais mon éditeur me dit tout le monde n'est pas né dans les années 60, donc arrête cette référence pourrie. Mais j'ai vu, il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, excusez-moi, il y a quelques jours qu'il y en avait encore dans les supermarchés, ça existe encore, le Canada Dry. Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'était une boisson, le slogan publicitaire, c'était « ça a la couleur de l'alcool, l'odeur de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool ». Je ne sais pas pourquoi, c'était ça le truc, c'était genre, bon bref. Donc, Canada Dry. Oui, c'est-à-dire que j'avais envie de... C'est assez touchant, il y a des gens qui connaissent très bien Lovecraft qui m'ont demandé si c'est des vraies lettres de Lovecraft. Et, si vous prenez une vraie lettre de Lovecraft, ça ne tient pas. Mais je pense qu'on peut imaginer qu'il écrivait comme ça. Donc il écrit à plusieurs personnes, notamment à sa maman, ou même à lui-même à un moment. Oui, alors après ça c'est mon côté passion nouvelle vague. Voilà, j'aime beaucoup la nouvelle vague au cinéma et j'avais envie d'une adresse à lui-même. Et chaque lettre sont rythmées. À un moment il écrit un ami auteur qui est décédé, à Robert Howard qui est l'inventeur de Conan le Cimérien. Qui était un très très bon ami, même si c'était jamais rencontré. Lovecraft, ses amis, ne les rencontraient pas. Il n'avait pas assez d'argent pour aller les voir. En fait, ils se connaissaient beaucoup par les pulps dans lesquels ils écrivaient. Et donc, c'était une vraie correspondance, comme aujourd'hui, on s'envoie des textos, des SMS. Voilà. Eux, ils s'envoyaient des lettres. Parfois, Lovecraft, c'est des lettres qui font plus de 70 pages. Donc, c'est des vraies lettres. Hein. Et pourquoi je disais ça ? On parlait des lettres. Ouais. Oui, des lettres. Et j'avais envie, voilà, il y a un moment, il s'écrit à lui-même. C'est-à-dire, il écrit on va dire quelque part à l'image. Je crois qu'on est toujours... Comment il se représente ? Oui, on est toujours 3 personnes. On a la personne qu'on pense être, la personne que les autres voient et la personne qu'on est vraiment. Les fameuses 3 images du corps. Voilà, et comment ça se connecte. Et puis, il y a une adresse au lecteur aussi à la fin. Quoi. Je trouvais, voilà, c'est ça mon côté un peu Jean-Luc Godard, très modestement. Romuald, vous êtes donc le Jean-Luc Godard de la bande dessinée. Ouais, je suis un fan de Jean-Luc Godard, mais je ne suis pas sûr que c'est le genre de choses qu'il faut dire ici. Donc voilà. Et donc il y a des lettres, plusieurs, qui sont vraiment ponctuées à certains moments. Bon, après, il y avait quelque chose aussi, peut-être qui est très présomptueux, c'est que j'avais envie de... Je me suis dit, je ne suis pas scénariste de bande dessinée, donc
Il y a des gens qui font ça très bien. Et donc, je ne peux pas me mesurer à ces gens-là. Et donc, comment moi, j'introduis de ma spécificité qui est que je suis romancier. Donc, de peut-être faire quelque chose qui est plus proche de mon champ de travail, qui est peut-être un peu moins maîtrisé parfois par des scénaristes de bande dessinée. Et donc, de me dire comment faire quelque chose qui soit personnel aussi. Quand j'écris un roman, pour moi, le plus important, c'est d'écrire au plus près de moi. Et ces lettres m'ont permis d'écrire cette histoire au plus près de moi et de mes sentiments. Parce que ce soit une BD, un roman, etc., je pense que le plus important, c'est de donner des émotions au lecteur. Enfin, moi, c'est comme ça. En tant que lecteur, j'aime aller chercher des émotions. Et donc, voilà, ça, pour moi, c'était une façon aussi... En plus, Lovecraft, il vivait une époque où on ne parlait pas trop de soi. Voilà, sans revenir, enfin, je disais tout à l'heure que j'avais écrit j'avais commencé à écrire ce bouquin au moment où j'avais perdu mes parents, et mon père, moi, était un immigré italien, donc c'était un taiseux, quoi. Et donc j'avais envie d'un personnage qui parle de lui, qui parle de ses sentiments, qui à un moment dans cette petite fenêtre ose parler de ce qu'il ressent et afficher ses faiblesses. Il y a un œil. Et puis il y a Yacoub aussi. Ouais, voilà, là, c'est Yacoub. On en parlera après, c'est important. C'est what the fuck. Putain. Les idées de Lovecraft, vous en avez parlé au début, là. C'était quand même un auteur qui avait des idées quand même très... nauséabondes. Ouais, exactement. Et du coup, dans l'album, c'est bien expliqué. Vous ne passez pas à côté. Pourquoi c'est important, là aussi? C'est impossible de faire autrement. Après, parfois, il était antisémite. On peut dire que c'est un album qui a quand même remporté un succès auprès des lecteurs, mais les rares critiques qui nous ont été faites, assez étrangement, c'est des gens qui pensaient qu'on en faisait trop et d'autres gens qui pensaient qu'on n'en faisait pas assez. Donc j'aurais bien voulu les mettre dans les pièces. Oui, Lovecraft était raciste, antisémite. Alors après, sans vouloir racheter ce comportement, il faut quand même dire que le racisme était un racisme de classe très ordinaire à cette époque-là. Il y a un moment, ce que je disais, on en parlait tout à l'heure, hors champ, je voulais réussir à mettre, mais je n'ai pas réussi à mettre des lettres. J'ai retrouvé des lettres de Roosevelt de l'époque, qui datent de 25-30. Roosevelt qui est pour nous, aujourd'hui, en tout cas dans le public américain, le personnage le plus progressiste de cette époque, des trucs dégueulasses envers les Afro-Américains. Alors le racisme envers les Afro-Américains, et là, c'était quelque chose de très ordinaire, très ancré, notamment dans cette classe-là. Lovecraft, lui, il voulait être un Anglais du XVIIe. Il se rêvait encore dans cette période-là de l'Amérique anglaise. Voilà. Et son antisémitisme, j'ai bien peur, effectivement, qu'il soit très ordinaire, mais c'était impossible. C'est un salaud. En fait, c'est ça. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ce racisme est ordinaire. Donc, en fait, je crois que je le dis à un moment dans le livre, Lovecraft, c'est un salaud d'une espèce très ordinaire. Et on vit une époque où on en croise tous les jours, hélas, des salauds d'une espèce très ordinaire, et de plus en plus. Donc c'était impossible de pas évoquer ce sujet, mais quand même, ce que j'avais envie, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est de dire que il a évolué. Il y a aussi, à la fin de sa vie, c'est un socialo, quoi. Il est à fond dans cette politique, à fond à soutenir Roosevelt, etc. Pour quelqu'un qui était très réactionnaire au départ, c'est très étrange. Il est très critique vis-à-vis de la montée. Alors, il est au tout début, parce qu'il meurt en 1937, de la montée d'Hitler en Allemagne. Voilà. Par contre, le racisme envers les Afro-Américains restera jusqu'à la fin. Et puis, il y a ce truc qui est étrange, c'est-à-dire que c'est un antisémite, mais qui Sonia, dont on a parlé tout à l'heure, est juive. C'est une refouznik, une réfugiée russe, et il le sait pertinemment qu'il épouse une juive. Donc ça reste un mystère. J'aurais tendance à dire, pour le situer par rapport à un autre écrivain antisémite qui est Céline. Céline, c'est beaucoup plus clair. C'est-à-dire que vous lisez les pamphlets, il n'y a pas de doute sur ce qu'il pense et comment il classe les gens. Lovecraft, on sent qu'il y a une sorte, ça ne justifie pas, mais une sorte de rancœur, de transfert un peu étrange. Voilà. Mais oui, c'était impossible de ne pas parler de ce sujet-là, qui a trop longtemps aussi été passé sous le boisseau. C'est une évidence. Et, vous avez parlé tout à l'heure de la documentation, des lettres, etc. Comment est-ce qu'on fait le tri dans... Qu'est-ce qui est important de garder? C'est compliqué quand même, parce qu'on peut faire 50 tomes sur j'ai tendance à dire que c'est un rabbit hole, c'est-à-dire que vous pouvez passer votre vie, quoi. C'est le problème de la doc. Moi, je ne supporte pas de faire de la doc quand je fais des bouquins.
Alors là, l'avantage, c'est que la doc, je la faisais depuis l'âge de 15 ans. Mais bon, après, j'ai beaucoup relu. Après, moi, j'ai ma méthode, chacun fait comme il veut. Hein. Moi, je lis énormément. Alors moi, je suis pas trop le. Alors même si j'ai été à Providence, et je pense que l'idée du bouquin est née là-bas. Parce qu'à Providence, c'est aussi Lovecraft habitait un certain nombre d'endroits à Providence et il est complètement invisibilisé dans la ville, ce qui est un peu étrange quand vous avez un auteur de cette dimension. Je pense que justement l'opposition, parce qu'aujourd'hui Providence est une ville très, très métissée, avec une forte communauté afro-américaine, donc je pense qu'il y a aussi quelque chose de politique de ne pas mettre cet auteur en évidence. Mais moi je ne suis pas quelqu'un qui se déplace, donc je lis beaucoup et puis j'arrête de lire pendant 6 mois, 1 an, ça sédimente et à ce moment-là il ne faut surtout pas relire, il faut travailler avec ce qui reste, avec ce qui surnage encore. Voilà. Et parce qu'il y a un moment, il faut aussi mettre de vous et de ce que vous avez envie de mettre dans l'histoire. Ça veut dire que vous avez lu des biographies. Qu'est-ce que vous avez lu en fait finalement ? Lovecraft, pendant très très longtemps, c'était le travail biographique était pas fait. Il y avait une biographie des années 70 d'un personnage qui s'appelait Carter, qui était peu accurate, comme on dirait en anglais, qui était un peu du bullshit. Il y avait aussi un livre de mémoire d'un très bon ami à lui, mais qu'il avait écrit genre dans les années 75, soit 40 ans après la mort de Lovecraft. Mais on a la chance, pour les amateurs de Lovecraft, un personnage qui s'appelle S.T. Yoshi, qui est un chercheur américain, afro-américain, qui travaille environ depuis la fin des années 70 sur Lovecraft, et qui est un gars qui est hallucinant, et qui a produit, il y a, on va dire au début des années 2000, je pense, une biographie de plus de 2500 pages. Donc là, vous avez matière. Voilà. Donc le travail pour lui, pour Yoshi, puis il y a toute une communauté aussi. Moi, j'étais beaucoup cherché dans le fanzina parce que notamment, on sait qu'il y a une personne qui a visité Lovecraft l'avant-veille de son décès et qui a été interviewée dans les années 60. Mais après, j'étais jusqu'à retrouver. Il y a un mec qui, dans les années 50, avait interviewé le docteur qui avait accueilli Lovecraft et qui se souvenait de Lovecraft. Voilà. Donc, c'était quoi après la documentation, on lit un peu. Est-ce qu'on peut se perdre ? On peut se perdre tellement il y en a. Ouais, mais il faut se perdre. Oui, mais il faut se perdre. Il faut se perdre, mais il y a un moment, il faut dire stop. Voilà, à un moment, vous tournez en rond. Après, c'est à la fois. Pour moi, je vois ça d'un point de vue aussi de romancier, qui, lorsque vous relisez, moi, je relis beaucoup. Parce que je retravaille beaucoup ce que je fais. Et il y a un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Raymond Carver, qui était un novelliste américain, qui disait je sais que c'est fini quand je remets les virgules que j'ai enlevées la veille. Hein. Et il y a ça à un moment, quand vous faites de la doc, vous retombez sur les mêmes choses. Donc, et puis à un moment, voilà, vous avez envie de passer à la fiction, en fait, la réalité. Enfin, on fait ça pas pour. C'est pas une biographie, quoi. C'était pas du tout le point. Moi, je voulais avoir une base et pouvoir. Alors après, c'est un peu différent. Après, le vrai but, là, c'est quoi le faire de ce bouquin-là, c'est de construire un truc, de construire une trame, et puis après de mettre ça dans les mains d'un dessinateur et qu'il en fasse sa chose. Voilà. Et quand vous êtes travaillé là-dessus, je pense, environ 5 ans, et qu'un jour, dans votre boîte mail, vous avez ça, vous dites « Ah, c'est cool ». Voilà. Parce que ça, on va en parler peut-être un moment, c'est nulle part dans mon scénario. Hein. Moi, c'était très important pour moi que... Parce que je dis souvent ça, c'est que moi, pour soigner mon ego, j'ai mes romans, etc. Là, moi, ce que je voulais, c'est de travailler au service d'un dessinateur et qu'il en fasse sa chose. Et ça a vachement bien marché. C'est important pour un dessinateur qui puisse aussi s'accaparer vos mots à vous aussi. Hein, c'est important qu'il puisse aussi être libre de ça. Après, il y a une phrase, alors, comme on est dans le monde de la BD, on peut parler de Jodorowsky ici, mais Jodorowsky, alors il dit ça en anglais, mais en français, il dit qu'en fait, une adaptation, il faut violer l'œuvre amoureusement. Alors, je sais que l'image du viol est compliquée, mais c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de il faut. Et ça, c'est pareil, c'est-à-dire que je voulais que Yacoub en fasse sa chose, et après, c'était plus mon affaire, en fait. Bon, après, je retrouve un petit peu mes petits quand même dans l'album. Pas toujours. C'est vrai qu'en plus, actuellement, il y a beaucoup de bandes dessinées autour de Lovecraft, notamment Gutanabe, chez Kiun. Est-ce que ça aussi, vous avez lu des albums ou pas du tout des albums? Il y avait même encore Alan Moore. Après, c'est le problème de Lovecraft, c'est-à-dire que comme c'est tombé dans le droit public, on va nous le rabâcher jusqu'à ce qu'on en vomisse. Hein. C'est déjà le cas depuis un long moment. J'ai l'impression d'être arrivé juste avant que ça soit trop là-dessus.
Je sais pas, moi je suis pas un fan du travail de Gutanabe, je trouve ça très beau, j'ai adoré lire Les Montagnes hallucinées, qui sont les premières adaptations donc de la plus longue nouvelle de Lovecraft. Après, c'est devenu une marque de fabrique, et voilà, il enchaîne. Après, très honnêtement, je serais à sa place, j'aurais trouvé un truc comme ça qui fonctionne, il en vend des palettes, je pense que je ferais pareil, hein, parce que on peut partir en vacances, là du coup je pourrais venir habiter à Saint-Malo assez facilement, voilà. Donc peut-être que je ferais pareil. Mais moi ça me parle pas. Voilà. Moi, après il y a toujours ce truc, c'est que chez Lovecraft, tout est basé sur l'indicibilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, il ne décrit jamais véritablement les créatures, les sortes de créatures, etc. Et moi j'ai beaucoup de mal avec les gens qui représentent, et qui représentent l'objet de la peur. Pour moi, il n'y a qu'un seul dessinateur qui a réussi à faire une adaptation de Lovecraft, c'est Breccia. Donc ça commence à remonter. Parce qu'il ne dessine pas les créatures, il dessine la peur. Et c'est ça qui marche. Donc ça, plutôt, vous conseillez plutôt ce genre. Ah, moi, je conseille Breccia. Après j'ai rien contre Gutanabe, c'est très chouette, etc. Et ça a la valeur. Moi, je disais tout à l'heure, je suis rentré en Lovecraft, comme si on rentrait en religion, il y a un peu de ça. Donc à l'adolescence et ma génération, ça se passait beaucoup à travers le jeu de rôle. Aujourd'hui, on voit en signature des jeunes de 25 ans qui ont découvert Lovecraft grâce à Gutanabe. Donc il a ce mérite-là. Mm-hmm. Donc c'est super. Mais finalement, en revanche, j'ai cherché, il n'y a pas d'œuvre sur Lovecraft. J'en ai trouvé un de Marcellé et Rodolphe, qui s'appelait Le dernier jour de toutes ses œuvres. Non, je ne sais plus comment il s'appelle. La nuit avec Lovecraft, pardon. Oui, qui n'est pas très bon. Pas très bon. Mais oui, c'est pas très gentil de dire ça, mais je l'ai lu après, moi, parce que je voulais pas lire. Il y en a un autre, Breccia a fait une bio plus ou moins aussi de Lovecraft, fantasmé, mais que je trouve pas réussi non plus. Donc, Du coup, dans toutes ces œuvres, alors au-delà des nouvelles, on pourrait le situer comment, Le Dernier Jour, votre album à vous? Il a quelle place? Il aurait quelle place? C'est bien présomptueux de dire quelle place il a. Je ne sais rien. C'est pas une histoire d'entertainment. Après, moi, j'ai tendance à penser aujourd'hui les œuvres, enfin les propositions, que ça soit dans le bande dessinée, dans le roman, sont tellement nombreuses. En tout cas, moi, quand je fais un livre, en tant que lecteur, ce que j'aime, c'est que quand je pose le livre, quand j'ai fini le livre, j'aime qu'il continue à m'habiter et c'est très présomptueux de dire, mais que je ne sois pas le même au moment où j'ai commencé le livre et fini le livre. Par exemple, je sais pas, là, il n'y a pas très longtemps, j'ai fini les démons de Dostoïevski. C'est pas l'œuvre que j'ai préférée de Dostoïevski, mais ça n'empêche que ça fait 3 mois que je pense qu'à ça, quoi. Et donc je ne sais pas quelle est sa place, mais j'espère que c'est un livre qu'on n'oublie pas trop. J'espère que c'est un livre qui marque. J'espère que c'est un livre qui résonne aussi avec nos propres expériences d'échecs, de deuil, de vie. Voilà. Maintenant, on va pouvoir essayer de réfléchir, de voir ce que vous avez pu faire avec Yacoub, votre travail, même si vous avez dit que vous le laissiez assez libre. Là, on a la couverture. Ah, c'est magique cette couverture. Il en a fait plein et on n'aimait pas trop tout. Et puis un jour, il a envoyé celle-ci et on a dit c'est bon, ça marche. Et c'était assez marrant parce que pour l'anecdote, donc le bouquin est sorti l'année dernière à Quai des Bulles et Nicolas avait tiré ça sur un grand kakémono là et les gens s'arrêtaient tous, c'était juste la lu quoi. C'était assez marrant. Ouais. Après je pense que c'est ce que j'aime beaucoup. Yacoub, il a une façon de travailler qui est un peu étrange. J'aime bien. C'est un garçon un peu étrange, mais comme souvent les dessinateurs, on le sait tous, les dessinateurs talentueux sont souvent un peu étranges, ce qui fait leur charme. En fait, il a plusieurs tables dans son atelier, de ce qu'il m'expliquait. Il a une table où il fait du dessin, une table où il fait de l'ancrage, une table où il fait de l'aquarelle, une table où il fait de l'ordinateur. Il tourne comme ça. C'est-à-dire qu'il fait du dessin, il fait un peu d'ancrage, il fait un peu de peinture par-dessus, il scanne, il réimprime, il refait dessus. Et c'est un peu ce qu'on voit sur le travail de matière derrière. Parce qu'en plus, là, on a fait une lecture dessinée autour de ce travail avec François Bon, notamment. Et j'avais fait un montage vidéo et je zoome à mort notamment sur cette image-là. Et on voit le travail de texture. Et moi, c'est un truc que je trouve fascinant. Du coup, on voit les différentes couches. Voilà, on voit la matière. Ouais, on voit la matière. On a l'impression qu'on peut toucher. Voilà. Et alors après, moi, je suis vieille école, donc c'est vrai que je suis pas à mort sensible à tout ce qui est fait à la palette graphique. Et donc là, de retrouver un peu cette profondeur, même s'il y a de l'ordinateur, hein, il n'y a pas de souci là-dedans, mais de retrouver cette matière. Voilà. Et je pense que c'est ce qui fait aussi le succès de cette couverture, c'est qu'il y a une sorte
de profondeur. Et le rouge, qui est très présent dans l'album. Pourquoi le rouge était important ? Alors ça, Yacoub aime travailler une sorte de fausse bichromie. C'est-à-dire qu'il a toujours besoin d'avoir une couleur référente et une autre couleur qui va venir en contraste. Donc là, c'est un peu les marrons et rouges. Pour ceux qui viendront nous voir sur le stand pour le Judas qui sort ces jours-ci, donc c'est un bleu et or. Et après, comme vous avez montré dans les planches tout à l'heure, il y a une sorte de jeu qu'on finit par comprendre, qui est que quand il y a des cases en plein rouge, c'est de l'ordre du fantasme. C'est de l'ordre on est dans la tête de Lovecraft. Donc c'est devenu, et ça, c'est pas du tout un truc que j'avais dit à Yacoub. Hein. C'est lui qui a trouvé ce truc-là. Et donc du coup, ça marche. Et donc les rouges sont de plus en plus prégnants. Après, je pense que Yacoub dit il dit bien souvent le traitement de Lovecraft, on joue dans les verts parce que Lovecraft, il avait quel est le terme ? Il y a le moment, enfin, une phobie de la mer, etc. Donc il y a toujours des trucs, c'est toujours du vert, des algues, des machins. Donc il avait aussi envie de dire, si tout le monde fait du vert, moi je vais faire du rouge. Voilà, c'était un peu ça aussi. Très enfantin à dire, ouais. Et donc, du coup, comment vous travaillez ensemble ? Est-ce qu'il y a des échanges entre le moment où il y a le synopsis ou le découpage comment ça marche ? Voilà, ça va être très décevant comme réponse, hein, mais il n'y a pas du tout d'échange. Et moi, c'était quelque chose auquel je tiens absolument. Voilà. Pour deux raisons. Hein. C'est que je veux ma liberté d'écriture. Enfin, la vraie raison, c'est que je passe mes journées avec des dessinateurs qui ne cessent de dire du mal des scénaristes avec qui ils travaillent. Parce que c'est les emmerdeurs. C'est le mec qui dit « Oui, mais la case, je la voulais comme ci, mais la tour, elle est plus grande, mais la fille, elle a plus de poitrine. » Et ils n'en peuvent plus, quoi. Ils ne les supportent plus, quoi. Alors moi, j'ai dit, je ne veux pas être le casse-couille. Donc, j'ai écrit de mon côté, j'ai donné mon texte, et après, c'est le boulot de Yacoub. Alors là, j'avais pas vu, mais c'est pas très lisible. Je suis désolé. C'est Oui, quoi ce document ? Ça Alors, c'est une sorte de note d'intention. Moi, j'ai besoin de travailler. J'écris beaucoup de choses qui n'apparaissent pas dans le livre, en fait. C'est une note d'intention. À un moment, j'ai besoin de faire un synopsis, de dire pourquoi j'ai envie de raconter cette histoire, de la situer. Et parce qu'en fait, ce travail-là, c'est par ce travail-là que l'histoire arrive. Hein, après, de faire un découpage, peut-être que vous allez montrer 2-3 images du truc. Donc, c'est vraiment... voilà, il y a des gens qui prennent des notes dans des cahiers. Moi, je le fais tous. Hein, enfin, des notes dans lesquelles je ne suis pas un écrivain de carnet. Il y a un moment, j'ai besoin de me poser, d'avoir une page. Et c'est un travail préparatoire, en fait. C'est une façon de faire ses gammes. C'est comme un musicien fait des gammes avant de composer ou de jouer. Moi, voilà. Et de mettre ça dans le cadre d'une page. Et voilà. C'est quoi le visuel qui est en haut, qu'on voit ? C'est une lettre de Lovecraft. Donc, voilà, parce qu'il dessinait. Alors, Lovecraft, forcément, n'avait pas d'argent. Donc, ce qu'on a oublié, c'est qu'à l'époque, le papier... Enfin, ce que peut-être les éditeurs ont moins oublié ces temps-ci, c'est que le papier coûtait cher. Donc il écrivait en fait sur des prospectus, sur des lettres qu'il avait reçues. C'est comme ça qu'on a conservé beaucoup les lettres. Hein, c'est que souvent il écrivait au dos des lettres qu'il avait reçues ou sur des enveloppes. Il dépliait des enveloppes. Et puis comme tout, on trouve ça beaucoup chez Tolkien aussi. C'est de véritables palimpsestes en fait. C'est que les mecs ils écrivent, ils réécrivent par-dessus, ils dessinent. Donc ça fait Et pour moi c'était important d'avoir ça, c'est-à-dire qu'il faut que parce que ce qu'il met sur le papier, c'est ce qu'il a dans la tête, hein. Et donc du coup on se dit ouh, il y a matière, ça va faire peur. Et du coup, voilà, vous voyez mes brouillons du coup. J'espère qu'il n'y a pas trop de boulettes. Hein. Ouais. C'est trop tard de toute façon maintenant le livre est publié. Voilà. Ça c'était dans le projet. Ça, moi je ne sais pas faire une bande dessinée. Donc on me dit tu vas faire une bande dessinée, je me dis il faut organiser. Alors que je supporte pas de faire ça en tant que romancier. Moi, en tant que romancier, c'est une phrase, on amène une autre. Je fais jamais de plan, jamais de synopsis quand j'écris un roman. Là, on se dit on fait des choses sérieuses. Là, maintenant, il faut faire du découpage et tout. Et puis il y avait ce truc de, je voulais que ça soit entrecoupé des lettres, donc il fallait que voilà. Mais après, ce qui est l'avantage, c'est quand vous avez ça, vous savez à peu près, même si vous avez une route, mais vous savez. Ce qui est chouette, c'est que vous savez qu'à un moment, la route, vous allez prendre de traverse. Ouais, vous allez prendre la sortie, vous n'allez pas la suivre, mais c'est pas grave, elle est là. Donc vous savez que si jamais vous avez besoin d'y retourner et tout, ça marche. Et puis c'était un boulot pour Yacoub aussi. Ça lui permettait de. Il y a ça, j'ai fait un schéma aussi, et je sais que ça a beaucoup servi à Yacoub. Voilà. Moi j'ai beaucoup insisté, mais
pas trop, parce que l'éditeur était d'accord avec moi, pour que cette note d'intention qui, in fine, fait 20-30 pages, soit traduite à Yacoub, et même si Yacoub parle un anglais excellent, bien meilleur que le mien, que ça soit traduit en polonais, pour qu'il puisse sentir vraiment une sorte de volonté littéraire et qu'il puisse vraiment être dans la précision du ressenti. C'était hyper important pour moi. Donc, le temps passe très vite. Peut-être pas pour vous, j'en Bien sais rien. sûr. Ça va, c'est pas trop long. Donc, on va pouvoir vous laisser la parole. Juste en attendant que vous les premiers puissent... je vais redonner donc les références de l'album, qui est donc un album chez 404 Graphiques. Il y a donc un stand ici à Saint-Malo. Vous pouvez donc aller regarder. Et il y a des séances de dédicaces samedi et dimanche. Est-ce que vous vous souvenez ou pas trop? Je crois savoir que nous signons demain en fin de matinée, genre de 11h à 13h30. Quelque chose Autrement, il comme faut ça. passer sur le stand pour regarder. Oui, sinon. Il y a les horaires. On a un éditeur, il est là pour ça, vous inquiétez pas. Exactement. Donc, il n'est pas là, c'est pas marrant. Voilà, c'est pas marrant drôle. s'il est là. D'accord. Est-ce que quelques personnes souhaiteraient poser des questions à Romuald, s'il vous plaît? Vous levez la main, on vous donne le micro et voilà. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Franchement, normalement, allons-y. Il faut avoir le micro. Bonsoir. Moi, je me demandais si Yacoub, de son côté, s'est nourri de documentation que vous lui avez proposée. Est-ce qu'il est allé fouiller aussi chez Lovecraft? Parce que quand on voit ses dessins, c'est impressionnant. Et donc, je me demandais comment il est allé chercher toutes ces idées-là. Est-ce qu'il a, de son côté, fait ce travail aussi là de documentation ou pas du tout? Alors, bien sûr, la réponse basique, il n'en est pas une, il faudrait lui demander, mais ce n'est pas une réponse. Je n'ai pas une réponse très claire à vous offrir à ça. Je ne pense pas qu'il ait fait un très grand travail de recherche. Moi, je lui avais proposé, notamment à la fin, il y a une pérégrination à travers Providence. Alors après, je sais qu'à chaque fois, ils disent oui, parce que par exemple, je voulais que Lovecraft utilisait toujours la même marque d'encre toute sa vie. Et notamment, quand il achetait un stylo, il allait spécialement dans une boutique, il pouvait aller spécialement à New York pour acheter un stylo, et c'était un vrai achat pour lui d'acheter un stylo. Il pouvait rester des heures à tester le stylo, juste à faire des points sur. Donc je lui avais dit, voilà, par exemple, je veux telle marque, je veux qu'à un moment il y ait telle cartouche de marque d'encre. Donc ça l'a fait chier d'aller chercher tout ça. Non, je pense que pour moi, la vraie documentation de Yacoub, c'est ses cauchemars. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand on s'est rencontré avec Yacoub, donc l'année dernière ici. Il me disait, mais j'ai du mal en ce moment à lire de la fiction parce que dès que je suis... c'est la magie des dessinateurs, c'est ça qui est hallucinant. Dès que je lis de la fiction, je suis envahi d'images. Et l'expression m'a beaucoup plu parce que je me suis dit, ah mais c'est pour ça que je vais retravailler avec lui. Parce que je veux maintenant l'envahir d'images. Je ne pense pas qu'il s'est tant documenté que ça. Il a bien sûr, comme nous tous, voilà, je pense qu'il a un peu lu 2-3 trucs quand même, et qu'il avait lu du Lovecraft. Mais je pense qu'il a voulu rester justement avec sa candeur un peu extérieure, pas devenir un gars spécialiste. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il fait des images aussi fortes là-dedans. Ouais. Est-ce qu'il y aurait une autre question encore? Parce qu'on va pouvoir encore une. Ils sont timides, les gens sont timides. Non. Ah, monsieur. Bonjour. Bonjour. Ma question est de savoir si, vu le succès qu'a eu cette BD, est-ce que vous avez envie de rempiler pour un autre projet BD? Et peut-être que c'est en cours ou... Ouais, on y travaille. Après, voilà, je suis dans une ville de marins, donc vous savez ce que c'est, les marins, ils sont un peu superstitieux. Donc c'est très difficile. Oui, on y travaille. Moi, comme je l'ai dit là, j'ai très envie de l'envahir d'images. Mais avec Yacoub, hein, on est d'accord, c'est ce que vous voulez dire. Bien sûr, avec Yacoub. Et même, j'ai tellement envie de travailler avec Yacoub, je vais encore travailler avec le même éditeur. Non, je plaisante. C'est un plaisir de travailler avec la maison. Il y a une sorte de liberté folle. Et j'ai très envie de travailler avec Yacoub maintenant que je le connais et de savoir voilà, où je peux l'emmener, quels sont ses liens, etc. Et on a trouvé un terrain d'entente. Et voilà. Après, moi, j'ai envie de garder, c'est quelque chose de très
très spécifique. J'ai pas envie de m'inventer scénariste de bande dessinée. J'ai trop de respect pour cette profession. Ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas fait, in fine, je l'ai fait. Mais j'ai envie de garder ma spécificité, d'écrire de point de vue d'un romancier, et donc de continuer à travailler autour de quelque chose qui a attrait à la littérature, avec une forte densité de texte à l'intérieur. Voilà. Mais on y travaille. Voilà. Mais c'est difficile d'en parler. Je sais pas que c'est secret, mais c'est difficile d'en parler parce qu'on ne sait pas trop encore où ça va aller. Voilà. C'est cette fameuse, on a tracé la route. Enfin, moi, j'ai tracé la route. Et je peux encore prendre quelques sorties de traverse. Mais bon, si tout se passe bien, je ne sais pas, 2026, c'est un bon moment, je pense. On va le mettre au travail, là, dès qu'il en sort. Est-ce qu'il faut qu'on arrête? Encore une question. Une question, c'est possible, s'il vous plaît. Si quelqu'un vous posait encore une question. C'est pas obligé non plus, on peut les C'est pas boire de bière. obligé, pas du tout. On peut avoir le temps de... Non, mais c'est pas... Bon, en tout cas, merci. Moi, Oui, merci beaucoup. Merci de votre présence, c'était vraiment très agréable. Merci Romuald d'avoir parlé de Lovecraft. Je vous encourage donc à aller sur le stand, à regarder, à feuilleter. Pour ceux qui ne connaissent pas. Yacoub aussi, il parle un anglais parfait, pas trop français, mais c'est chouette aussi. Et si vous avez peut-être échanger un peu avec lui. Et si vous avez peut-être d'autres questions qui vous viennent, sur le stand, vous pourrez répondre. Oui, ça marche aussi. Oui, c'est possible aussi. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Merci, au revoir. Bon festival.